Nous sommes au vendredi 13 janvier 2017, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur LCF City FM et sur le www.lcftogo.com pour l'émission Talk Talk. Ce matin, nous recevons en studio les confrères Edmond Almeida. Il est le directeur de la publication du journal Le Grand Mag Afrique. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour à tous. En face d'Edmond Almeida, une connaissance à lui sûrement, ils ont fait les mêmes écoles en France. Masque Savi, il est du journal Trimit Afrique, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dans la seconde partie, nous aurons comme invité M. Thomas Koumou, il est le président de l'association Veille économique. Avant toute chose, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 13 janvier 2017, nous commençons par le quotidien privé Liberté. Liberté titre à sa une, consécration de l'asphyxie budgétaire en 2017, 35% du budget alloué au remboursement de la dette et 15% au salaire. Grand reportage route Notchetou, frontière Bénin, l'autre chantier atteint du syndrome abandon. 3 des 4 entreprises portées disparues. Règlement des factures d'électricité, le supplice des populations dans les agences de la CET Togo qui a tué l'ancien président Sylvanus Olympio. Forum de la semaine dans lesquels également ce matin le quotidien privé dirigé par Dimas Dukodo titre à sa une. Incendie des marchés de Lomé de Kara, 4 ans et statu quo. Les commerçants crient leur détresse. La CIMAT appelle à la générosité du chef de l'État. Maître Dodi à Pévon. Il y a des zones d'ombre dans ce dossier, il y a des choses innommables. Fait de société à Tabligbo, un conducteur de taxi-moto tente d'égorger sa femme et prend la fuite. L'alternative également dans laquelle ce matin, le journal titre à une infrastructure, route Notchetou, chantier hanté par le sort de Lomé-Vaugan en foin. Média LCF sous menace de fermeture la semaine prochaine par la HAC, une dérive de trop en perspective. Politique, 6 partis de l'opposition se coalisent autour des réformes. Avec nous ce matin également en studio économie et développement, le journal titre économie, budget 2017, 46% social, 35% remboursement des dettes, 15% paiement des salaires, 4% création de richesses et emploi. Décryptage budget 2017, donc dans ce journal 2017, l'année des investissements sociaux, le PUDC et le PAPV évalués à 77 milliards pour le budget. Togo matin de Dieu Kovalakine avec nous ce matin. Le journal titre mobilisation des fonds pour les éperviers. Tous les ministres vont y contribuer. Politique, réconciliation, un vaste processus pour promouvoir la paix sociale. Le changement de Amourzouvi est dans les kiosques ce matin sous le signe du retour à la méthode pour l'alternance. Le congrès du CAR se tient à la Foire Togo 2000 les 13 et 14 janvier 2017. Et si Maître Aboibo acceptait de revenir à la tête du parti, au lieu de joindre leur voix au CAP 2015 pour se faire une santé politique solide, un regroupement de 6 partis sans nom créé pour arnaquer le peuple. Cannes 2017, les éperviers fin prêt pour les empoignades. Col de Roi et ses poulains, ça vaut donc ce jour pour le Gabon, donc après un stage au Sénégal. Chronique de la semaine de Dominique Alizio dans les kiosques, vœux du chef de l'État au peuple togolais, fort Gassimé pour une gouvernance sociale mieux perçue et appréciée. Mise en place de la commission de réflexion sur les réformes. Au lieu d'applaudir, la NC crie encore au scandale. Jean-Pierre Fabre et ses affidés veulent-ils vraiment les réformes? La nouvelle tribune de l'homme Atisogwe dans les kiosques, incendie des marchés du Togo 4 ans après, confidence. Et enfin, le Grand Mag Afrique politique, la difficile déclaration des biens en Afrique économique, quelle solution énergétique pour l'Afrique société, le coaching en développement personnel en débat. International, un condamné nommé Djamé, le nouveau visage du Ghana. Le Grand Mag Afrique est avant donc durant tout le mois de janvier. Le jingle est derrière nos confrères en studio.
Retour en studio avec le confrère Mascarmen Savi de Tribune d'Afrique et de Edmond Almeida du Grand Mag Afrique. Rebonjour. On va commencer par cette affaire d'incendie des marchés de Lomé de Kara. Ça fait déjà 4 ans que. Ça fait 4 ans jour pour jour, nous sommes au 13 janvier, que les marchés de Kara et de Lomé ont été porte-part du feu. Et depuis lors, en temps, il y a des gens qui ont été arrêtés, certains ont été libérés, des gens ont été inculpés, d'autres ont été donc disculpés avec le temps, mais certains restent toujours inculpés, tout comme le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui a failli sortir la fois dernière pour demander que le gouvernement, ou bien du moins la justice, fasse le procès enfin, ou bien qu'il libère les jeunes détenus encore dans les prisons du Togo. Edmond Almeida, quelle appréciation faites-vous de la sortie du chef de file concernant l'affaire des incendies de Lomé de Kara? Merci Junior. Avant peut-être d'aborder l'intervention de Jean-Pierre Fabre le 10 janvier dernier, lors de sa conférence de presse de rentrée, il faut peut-être revenir sur ces incendies. Moi je me rappelle avoir été parmi les tout premiers à être sur place cette nuit du 12 au 13 janvier, il y a 4 ans. Les images étaient quand même insoutenables, même après des années. Et nous croisons de temps en temps, dans la rue, dans nos familles, des personnes qui ont été quand même sinistrées par ces événements et qui tirent quand même le diable par la queue. Et au-delà peut-être des discussions politiques qu'il y a autour de ces affaires d'incendie, il y a surtout l'aspect social, l'aspect humain de la chose. Et moi aujourd'hui, s'il faut peut-être aborder en premier ce sujet, il faut peut-être d'abord implorer les grâces divines sur ces personnes, parce que certains ne s'en sont toujours pas relevés. Implorer donc la grâce divine sur ces personnes et ensuite implorer peut-être la bonté des décideurs pour des indemnisations qui soient à la hauteur des préjudices qui ont été causés. Maintenant, sur l'intervention du leader de l'opposition en conférence de presse, il y a 3 jours, je pense que Jean-Pierre Fabre a été dans son rôle d'opposant avant tout, opposant lui-même inculpé dans cette affaire, opposant dont beaucoup de partisans sont inculpés et dont certains sont encore en prison. Donc 4 ans après, c'est tout à fait légitime de réclamer qu'un procès public puisse être organisé pour justement situer la responsabilité. Je sais qu'il y a eu des rapports qui ont été diligentés, et il y a eu des experts français qui sont arrivés, les rapports ne sont toujours pas publiés, peut-être parce que la justice ne souhaite pas, en l'état actuel des choses, les dévoiler. Mais j'espère quand même que le parquet, donc le procureur, tiendra très vite une conférence de presse justement pour situer l'opinion nationale et internationale sur ce que nous savons 4 ans après ces événements malheureux que le Togo a connus il y a 4 ans. Mais ça fait déjà 1 an, on avait dit que l'enquête était bouclée, que tout est fait prêt pour le procès, mais depuis ça dure. Qu'est-ce qui bloque en fait le procès? Bon, évidemment, nous sommes journalistes, nous ne sommes malheureusement pas juges ou avocats, mais nous sommes aujourd'hui peut-être en droit de demander, comme ça se fait un peu partout dans le monde, de demander au procureur de la République de convoquer une conférence de presse justement pour expliquer d'abord, pas forcément donner les éléments de l'enquête parce que c'est peut-être sous le sceau du secret de l'instruction, mais justement expliquer justement pourquoi Jean-Pierre Fabre est toujours inculpé, Jules Sajavon inculpé, le jeune en prison, je ne sais pas comment il s'appelle. Mohamed Loum et les autres. Il a des noms, je crois. Bon, Tometti, quelque chose, Alias Mohamed Loum. On va partir sur Loum. Expliquer ce qui explique aujourd'hui encore la détention de Mohamed Loum, puisqu'il fait partie quand même des principaux inculpés dans cette affaire. Il a livré des témoignages. Donc, on a quand même beaucoup de questions à poser aujourd'hui. Et ce sont des questions qui méritent justement d'être soulevées par nos journalistes. Et il faut justement que le ministre de la Justice et peut-être le gouvernement autorise justement le parquet à communiquer sur cette affaire. Mascarmen Savi, vous suivez l'appel de très près? Oui, je suis de très près. Dès le début, j'étais là, j'ai suivi pendant très longtemps. Moi, je pense d'abord que la grande question, c'est pas la justice forcément. C'est-à-dire, quand c'est un marché public qui prend feu dans les conditions qui étaient celles que nous avons connues il y a 4 ans,
il doit avoir une volonté politique affichée. Et donc au début, on a eu l'impression que le gouvernement togolais et tout le bazar voulait faire le maximum pour que les choses se passent très vite et très rapidement. D'abord que les gens soient indemnisés, mais au-delà, les gens sont dans un marché. Ils paient des taxes au quotidien dans le marché. Et il y en a quelques-uns qui ont des assurances qui traînent encore à être payées. Le gouvernement devait déclarer au minimum sur le marché un état d'urgence pour que les sinistrés puissent bénéficier rapidement de l'accompagnement d'assurance pour ceux ou celles qui ont souscrit à cela. Mais il y a une société de gestion du marché qui collectionne des tasses. Et tout ça devait être mobilisé assez facilement. Si nous payons des tasses au quotidien ou si nos parents paient des tasses au quotidien et que au moins ça ne peut pas retomber sur leurs affaires, mais c'est quand même extrêmement grave. Donc on constate 4 ans après qu'il y a une volonté, il y a une obstination à ne pas faire la lumière du tout sur cette affaire. On libère ce qu'on veut en vrac, on disculpe, on inculpe. Et il n'y a pas de clarté autour. Et cette clarté, ce n'est pas que la justice qui va le faire, c'est aussi le gouvernement, parce que les marchés sont au Togo. Et c'est un des aspects les plus importants et les plus fondamentaux de notre économie. Et donc je pense que sur ce point, le gouvernement, à mon avis, a failli totalement. Le gouvernement avait annoncé dans la foulée aussi une enquête qui, je ne sais pas s'il a été ouverte, elle n'a été faite, on a vu, donc, les non, au-delà du rapport, le gouvernement devait faire une antenne à l'interne, il devait avoir le rapport et puis la justice. L'enquête n'est allée nulle part, les rapports ont été prêts. Si le gouvernement ne se reproche rien, s'il n'y a pas des gens qui sont concernés et qui craignent pour quelque chose, au minimum, il faut rendre public le rapport pour qu'il y ait un débat au niveau de la presse, mais aussi au niveau des organisations autour de ce rapport. Puisque tout se joue là. Et le rapport a été, les Français ont rendu, les années, comme vous l'avez dit, ont rendu le rapport. Certains journaux ont publié, sans vérification, quelques extraits. Les rapports semblent accablants pour des personnes qui sont bien placées au niveau de notre pays. Moi, je pense qu'il y a une volonté obstinée de cacher la vérité. Et il faut lever la main sur la vérité, c'est tout. Dès que le rapport est publié, la chose va prendre, le problème va prendre une nouvelle envergure et va être géré autrement. Et après, bien évidemment, il faut que la justice se prononce. Mais la justice a montré trop d'incohérence. D'abord, en temps, on a dit que le cerveau principal, c'était Agbéomé Kodjo, le président de Obu. Il a été disculpé. Après, l'homme est rentré dans les incohérences. Le procureur a reconnu pas mal d'incohérences dans lesquelles il s'est enlisé, alors qu'il est pas seulement l'un des acteurs, mais c'est le cerveau. C'est l'homme qui avait cité le nom. Oui, c'est lui qui a cité le nom des personnes qu'on a arrêtées. Il dit qu'il a été manipulé. Et donc, à partir de ce moment, depuis que l'homme se plaint du fait qu'il a, non seulement qu'il a été manipulé, mais qu'il aurait été torturé, personne n'est revenu sur les déclarations de l'homme, ni le procureur, ni les ministères concernés. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a une envie bien affichée de jouer à la chienlit, et ça se passe très bien si c'est l'objectif voulu. Sinon, si on veut de la clarté, 4 ans pour des affaires aussi urgentes, c'était énorme. Et il ne faut pas oublier aussi les conditions dans lesquelles les incendies ont eu lieu, parce que après les incendies, il y a eu beaucoup d'autres choses. D'abord, l'opposition, la plupart des personnes accusées sont de l'opposition. C'est quand même impressionnant que l'opposition togolaise, et je le rappelle en 2 secondes pour finir, puisse être capable en ce moment non seulement de brûler un marché, mais de pouvoir attaquer d'autres, parce que ce n'est pas seulement le marché de Lomé et de Kara qui ont été brûlés. Après, il y a eu des marchés à Dogomé, Hedjanawe, où il y a eu des tentatives d'incendie, et pourtant on a un gouvernement... vers l'aéroport aussi. Vers l'aéroport, et les experts auraient dit que c'est du kérosène qui a servi à brûler le marché. En tout cas, c'est ça qui justifie que l'information... du type benzène. Que l'information soit assez rapide, c'est dû un peu à ça. Et si c'est le cas, on sait quelle est la principale source de kérosène qu'on a dans notre pays. S'il y en a d'autres, c'est au gouvernement vraiment de faire la clarté. Et tant que le gouvernement ne fait pas la clarté, la spéculation va continuer et va continuer contre lui. Edmond ? Oui, bon, je crois que s'il faut résumer peut-être ce que mon confrère Max a dit. Non, tu vas pas résumer, non, tu non, vas non. rebondir. Oui, justement, résumer avant de rebondir parce qu'il a beaucoup parlé. En fait, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il soit très important de communiquer sur cette histoire, parce que aujourd'hui, on se perd un peu même dans les... Enfin, on ne sait pas exactement qui est inculpé, qui ne l'est pas. Lorsque certaines personnalités ont été disculpées il y a quelques mois, moi je me rappelle, on a eu du mal à avoir d'abord la liste des personnes disculpées, celles qui sont encore inculpées. Donc aujourd'hui, en fait, s'il faut prendre les choses, s'il faut classer les choses par priorité, il faut d'abord penser à nos mamans. Nos mamans, en tout cas, à toutes ces personnes-là qui ont quand même perdu des choses dans ces incendies. Pensez à ces personnes. Trouver une solution à ce marché. Hier, j'ai lu un article dans lequel on disait que le marché de Kara a été reconstruit. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne vais pas vérifier. Presque. Voilà. Mais bon,
suis passé au grand marché de Lomé il y a quelques jours lorsque la sacristie de la cathédrale a pris feu. J'ai vu que le site principal du grand marché de Lomé est toujours pas. Il n'y a pas encore de reconstruction entamée. Donc moi, j'aimerais quand même qu'on puisse aller à l'essentiel, trouver une solution à ces personnes qui ont été sinistrées, les indemnisations, et surtout, essayer de trouver, de relocaliser le marché sur son site historique. Parce que les gens se plaignent du fait que ils ont été relocalisés à Badaronou, et il n'y a personne qui parce que les gens qui viennent de la côte du Bénin, etc., ne connaissent pas forcément Badaronou, donc viennent sur le site de l'ancien marché, où justement il y a des commerçants qui se sont installés tout autour. Donc les gens installés à Badaronou ne continuent pas à payer des taxes, mais peut-être peinent à faire des affaires comme cela se doit. Aujourd'hui, il faut trouver une solution sociale à ce problème et ensuite justement communiquer autour du dossier judiciaire. Alors, le Forum de la semaine écrit aujourd'hui, la CIMAT, l'association des sinistrés des marchés du Togo, donc appelle à la générosité du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État devait faire quelque chose, un geste à l'endroit de ces femmes sinistrées, et la plupart d'entre elles sont aujourd'hui à genoux? Oui, je pense que ça aurait été un geste assez fort, parce que le chef de l'État est quand même la première personnalité, il est a priori notre chef à nous tous, et c'est des femmes qui sont concernées, c'est l'économie togolaise qui est concernée, et le gouvernement aurait pu, le chef de l'État aurait pu le faire personnellement, mais le gouvernement pourrait prendre l'initiative sur le budget de l'État, bien sûr, de faire quelque chose à leur endroit pour leur permettre de reprendre leurs affaires. Parce que le plus impressionnant dans cette affaire, c'est que la plupart, ou le plus regrettable, c'est que la plupart des victimes sont restées chez elles. Elles n'ont pas eu d'autre recours. Et donc, en faisant un geste, le gouvernement aurait pu permettre la relance de... Mais un geste a été fait au début, vous vous rappelez, il y avait un geste le geste qui a été fait au début, non seulement n'était pas conséquent, mais en même temps, ça a été fait dans un cafouillage total. On a retrouvé des associations bidons de vendeuses de grands marchés ici et là, et il y a des victimes qui disent qu'elles sont les vraies vendeuses du grand marché et qui n'ont pas été concernées. Moi, j'en ai rencontré quelques-unes pendant ce moment-là, une bonne dizaine, qui n'avaient été associées à rien. Donc, il y a eu dans la précipitation un geste qui a été fait, qui était non seulement insignifiant, mais qui aussi ne me semble pas aller aux bonnes personnes. Maintenant, 2-3 ans après, le gouvernement peut faire quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et je pense que sur le budget de l'État, il y a la possibilité de dégager une marge pour accompagner cette économie qui permet quand même, dans un pays quel est le nôtre, où la crise économique met tout à genoux, qui permet de soupirer un tout petit peu. Moi, j'aime vraiment que les choses soient faites avec parcimonie. C'est-à-dire, lorsque Max dit tout à l'heure que ce qui a été fait il y a 4 ans a été insignifiant, moi je sais qu'à l'époque j'ai rencontré des gens qui étaient quand même très contents. Le problème est à quel niveau? Il y a des gens qui ont dit au lendemain de ces incendies, je crois le lundi après, qu'ils ont eu leurs marchandises donc la veille, c'est-à-dire vendredi. C'est-à-dire que des gens estimaient que leur stock, leur magasin était plein lorsque le sinistre s'est déclaré dans cette nuit-là. Il y a d'autres, en fait, le point c'est que tout le monde s'est subitement découvert des magasins pleins parce que en fait, les gens ont voulu justement tirer. C'est ça, les gens ont voulu tricher. Voilà. Or, franchement, le chef de l'État a beau être, a beau être magnanime comme il peut l'être, il ne peut pas tout faire non plus. Alors, si tout le monde veut dire, même le marchand de piment veut dire que le jour de l'incendie, il avait un stock de 30 000 tonnes de piment dans son magasin, vous voyez un peu que ça rend la chose compliquée. Ce que je sais, c'est que un premier geste a été fait justement d'urgence pour soulager un peu les personnes qui ont été victimes de ces incendies. Ça a été un truc d'urgence. Mais maintenant, depuis, il y a des évaluations qui sont en train d'être faites parce que les gens ont soumis la liste de leurs pertes. Mais, on suppose qu'ils sont de bonne foi. Mais lorsque, en fait, on se rend compte que tout le monde déclare tout et n'importe quoi, on ne peut pas y arriver. C'est vrai que Fonia Simbe a décrété son mandat 2015-2020, mandat social, et évidemment, à juste titre, on peut justement estimer que le PUDC ou les différents programmes qui ont été lancés doivent aussi prendre en compte justement ce volet indemnisation programmée. Il faut aussi comprendre que le gouvernement doit justement procéder à des indemnisations
en tout cas, on ne pourra jamais indemniser les gens selon à juste valeur. Même essayer de faire les choses. Et ça, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc, si Marx dit que ce qui a été fait il y a 4 ans a été vraiment insignifiant, je dis attention, parce que moi j'ai rencontré des gens à l'époque qui étaient très contents de ce qui leur a été donné et qui ont justement souhaité qu'il y ait un accompagnement sur la suite. Mais maintenant, ça n'a pas été fait, ou en tout cas ça n'a pas été dit. Mais il faut justement que désormais, lorsque le chef de l'État, ou en tout cas le gouvernement, accompagne des gens dans des situations comme ça, qu'on communique, qu'on nous dise exactement ce qui a été fait, pour éviter justement qu'il y ait des supputations comme celles qui ont cours aujourd'hui sur cette question. Donc, alors, pour finir, je dis, ce qui a été fait il y a 4 ans était venu soulager en tout cas une situation d'urgence. Ce n'était pas une indemnisation globale. Mais maintenant, il faut juste aller très rapidement dans la détermination des gens, des uns et des autres, pour justement essayer d'indemniser les gens, en tout cas à une hauteur plus ou moins acceptable de ce qu'ils ont perdu. Alors, et donc, ceux qui sont détenus, est-ce qu'on donne les simples raisons jusqu'à ce qu'un beau jour, la justice fasse son travail bien est-ce qu'il va falloir les libérer en attendant? Non, justement, que dit notre code de procédure pénale? C'est ça le problème. Il faut en fait qu'on retourne à nos documents juridiques, à nos textes juridiques, à nos lois, pour voir ce que nos textes disent. Est-ce que les personnes inculpées depuis 3 ans, en tout cas détenues depuis 3 ans, sans procès, est-ce qu'aujourd'hui il y a un instrument juridique qui permette au parquet, en tout cas à ceux qui, à l'action publique, de les maintenir toujours en détention? Si oui, il faut qu'on nous donne en fait, parce que nous ne sommes pas juristes. En tout cas, le droit n'est pas en fait notre activité principale, même si nous connaissons justement les bases importantes. Voilà. Donc moi j'estime qu'il faut quand même se référer au code de procédure pénale pour savoir si ces personnes détenues doivent être relaxées en leur justement qu'il y a un procès, ou si justement il y a des instruments juridiques qui permettent au parquet de les maintenir en détention. En général, je sais que lorsqu'on a quand même des doutes sur... lorsqu'on ne sait pas si la personne relaxée peut rester ou fuir, on la maintient en détention, mais ce sont des mesures qui sont quand même encadrées par les lois et par peut-être des articles de la Constitution. Malheureusement, on va passer à autre chose. On aura le temps d'en parler également. On va parler plus de la CAN 2017 avec le Togo, notre pays qui, donc, il sera, les joueurs ont quitté le ce matin, direction d'abord, ils sont arrivés déjà. Donc, le Togo rentre en compétition lundi contre la Côte d'Ivoire. Mars Kamel, tu n'as pas trop de football, mais non, je suis tellement nul. J'ai suivi un seul match de football de toute ma vie, donc franchement, je sais pas ce que c'est qu'un penalty. Je m'y connais pas du tout, mais je me sens, désolé que ce soit ainsi, je me sens quand même concerné parce que c'est les couleurs nationales qui sont représentées, et je crois fermement que à écouter les journalistes et les briefs qui se font, je pense quand même qu'on a une équipe assez en forme. Et on peut a priori leur faire confiance. J'espère aussi que la question de la transparence va accompagner, parce qu'on n'a pas fini de gérer les comptes de la CAN de 2013. Non, le compte a été fait. Oui, le rapport a été publié. Le rapport a été publié avec la pression de la presse récemment. Il n'y a pas eu d'éclaircissement par la suite, et j'espère que pour cette fois-ci, notamment parce que on est passé quand même d'un budget de 1 milliard et fort, près de 2 milliards, près de 5 milliards si on va jusqu'à la finale. J'espère que cette fois-ci ça va être fait assez rapidement. La date de 15 a été annoncée, 15 juillet a été annoncée par le ministre de la Communication. C'est quand même beaucoup. J'espère que ça peut être un peu plus tôt, mais pour l'essentiel, je crois quand même que c'est une chance pour le Togo que notre équipe soit représentée, et je pense que de part et d'autre, on ne peut que leur souhaiter le meilleur qui soit. Et j'espère que jusqu'à début février, je pense que la CAN, ça finit début février. Le 5 février, pas d'accord, très bien, le 5 février. Donc j'espère que jusqu'au 5 février, ils seront là et qu'ils vont entrer le 7 ou le 6 avec la coupe. Edmond Almeida, quelles sont les chances réelles du Togo aujourd'hui à la poule où elle se trouve la poule C? En fait, à la veille de chaque compétition continentale, on sent un enthousiasme, on sent quand même le Togo porté par l'enthousiasme de ces journalistes, de ces experts sportifs, que Max et moi sommes loin d'être. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Pourquoi? Parce que le Togo n'était pas attendu d'abord à ce stade de la compétition. C'est ça. La qualification était vraiment une surprise. Et je pense que le groupe en est conscient. Je pense qu'Adebayor est aujourd'hui dans une situation qui devrait le pousser à se donner encore. Et Adebayor et Agassa, ils sont nombreux dans l'équipe, mais je cite notamment les deux ténors là, sont dans des situations qui doivent quand même le pousser à donner vraiment beaucoup. Vous avez vu quand même le match qu'il y a eu
en fin de stage à Sali la dernière fois, où lorsqu'ils sont entrés en jeu, bon, ils ont quand même changé la physionomie. Donc je sais évidemment, comme tout Togolais, je ne peux que dire que souhaiter bonne chance, mais j'estime quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer du côté du Gabon. Et franchement, j'y pense souvent seul et je me dis, arriver, d'avoir pu se qualifier pour cette compétition, c'est déjà quelque chose. Même si Claude Leray continue pas à dire oui, l'objectif c'est pas la CAN 2017 mais la CAN 2019, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui va se passer du côté du Gabon dans les semaines qui viennent. Mais toi tu l'espères, mais au niveau de la presse sportive étrangère, les gens ne vendent pas très cher la peau du c'est pas le problème. Déjà les gens s'en moquent d'ailleurs oui, sur les médias internationaux, ils se moquent de nous, ils disent écoutez, c'est des petits poussés, on va les écraser, et tout cru, donc tu espères alors. Vous connaissez l'adage, impossible n'est pas togolais. Moi je suis optimiste aussi. Et justement, c'est parce que les gens minimisent que... Nous allons surprendre. Moi, j'ai jamais été de foot, je suis assez nul, mais je pense quand même que, ou assez souvent, parce que le peu que j'entende, il y a des surprises qui viennent. Maintenant, quand on va à une compétition de ce niveau et qu'on compte sur les surprises, ça pose quand même un problème. Moi, je pense que c'est une question d'organisation et on a un entraîneur qui me semble assez futé, oui, pour son parcours. Et on peut surtout compter sur lui, sur la bonne volonté de jouer. Adebayor aussi, mais cette fois-ci, avec toute sa disponibilité, malheureusement, heureusement, il n'est pas trop pris en club. Et en club, il va mettre du sien au maximum. Donc, je crois qu'il faut davantage compter sur l'organisation interne et sur beaucoup d'autres choses plutôt que sur le hasard et sur le coup de hasard. Et en sport, il n'y a vraiment pas de certitude qui tienne. Il y a la chance aussi. Voilà, il y a pas de il y a la chance, mais c'est un peu mais il faut jouer la forme. Il faut déjà être en forme avant de bénéficier de la chance. On est d'accord en studio aujourd'hui que tout a été fait. Moi, je pense que, enfin, je ne suis pas non plus ultra sport, mais de ce que j'ai vu cette année, c'est que tout a été fait pour que les éperviers... Il y a une très bonne organisation. Voilà. Pour une première fois, on n'a pas eu de micmac, mais tout s'est bien déroulé, et donc on espère que cette fois-ci, on ira loin. Espérons. Si Max parle d'organisation, je veux quand même le rassurer que de ce que moi j'ai vu, de ce que quand même tout le peuple togolais a vu, tout a été fait. Alors, mais maintenant, il faut quand même compter sur la détermination de nos ambassadeurs. C'est surtout sur ça que nous comptons. Adebayor l'a dit, il y a des équipes qui viennent à la CAN. En tout cas, parmi elles, il y a 23 chiens enragés. C'est des éperviers. La pause publicité derrière notre invité, M. Toumane Tedoji Koumou. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec nos invités. Ce matin, nous recevons sur ce plateau M. Thomas Koumou, bonjour. Bonjour. M. Thomas Koumou, le président de l'association Veille économique. Alors, on parlait tout à l'heure des incendies de marché de Kara et de Lomé. Oui. On a vu que votre association s'en est intéressée en temps. Vous avez travaillé avec Asimat, l'association des sinistrés des marchés Togo. Vous avez même fait des propositions au gouvernement togolais. Où en est-on depuis? Le gouvernement réagit? Non, pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à présent, il n'y a aucune réaction de la part de nos gouvernants. Je rappelle que nous avons sorti écrit un document que la CIMAT a proposé au chef de l'État, à son excellent président de la République, avec des copies à l'ensemble du gouvernement quasiment, et que l'ex-ministre de l'économie et des finances, M. Ayassor, nous a répondu en nous faisant comprendre que le document était de qualité et que ils vont absolument tout faire pour l'étudier à fond et nous revenir. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune information. Les femmes continuent par souffrir. Le problème, c'est que nos gouvernants ont cette habitude d'attendre à ce qu'il y ait une confrontation de force
avant de pouvoir réagir, pour mettre les gens en prison, tirer sur eux, avant de pouvoir trouver des solutions. Malheureusement, c'est l'habitude. Et puisque, nous, pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette logique de confrontation, lorsqu'on veut se confronter à quelqu'un, il faut absolument en disposer les moyens. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a absolument rien. On attend, on verra. Alors, quel est le contenu de ce document? Est-ce que vous vous rappelez ça, ce que nous souhaitons? De façon globale, nous avons proposé au gouvernement de consacrer 7 milliards 500 millions. 7 milliards 500 millions dans le budget. Nous avons, écoutez, nous avons fait comprendre à l'époque, dans les 50 milliards de lignes budgétaires du ministère de l'économie et des finances, que 27 milliards étaient des dotations totalement fictives. Et que dans ces 27 milliards, on pouvait très bien trouver 7 milliards 5 pour relancer notre commerce intérieur. Donc, gommer totalement ou partiellement l'endettement contracté par les femmes, les sinistrés, je veux dire autour de 1500 entre Lomé et Kara, et de manière à ce que ces sinistrés puissent retrouver une certaine capacité d'endettement. De faire des prêts? Voilà. Ensuite, mettre 2-3 milliards, en fait on a mis 2,3 je crois milliards dans le document, qui servirait de ce que nous appelons une garantie souveraine, mise en place par l'État, qui va permettre à ce que les institutions de microfinance et les banques qui souhaiteraient donner à nouveau du crédit à ces sinistrés, de pouvoir les faire dans de bonnes conditions pour que les sinistrés puissent recommencer à exercer leur activité comme il se doit. Voilà, et il y avait un projet autour de 3 parties, l'État, les sinistrés et puis les banques, les institutions de microfinance. C'était un truc vraiment simple, mais qui permettrait de retrouver, parce qu'il faut comprendre que nous avions perdu 72 milliards de chiffre d'affaires annuel dans l'incendie de ces marchés, autour de 12 à 14 milliards de ressources fiscales directes qui se sont volatilisées. Entre-temps, vous avez chaque femme qui nourrissait en quelque sorte une dizaine, une quinzaine de personnes autour. Ils sont autour de 1500. Donc c'est en gros 15 000 à 20 000 personnes qui se sont retrouvées sans travail, sans ressources, sans activité rémunératrice. Donc cette relance, ce projet permettait quasiment à l'État non seulement de résoudre un problème social, mais en plus de leur permettre d'avoir des revenus fiscaux pour pouvoir augmenter leurs recettes fiscales. On n'en a rien voulu entendre parce que certainement M. Koumou n'est pas dans l'UNIR. Malheureusement, c'est ça. On verra bien. Est-ce que 4 ans après, vous avez quand même pu refaire des études pour voir aujourd'hui combien de femmes ont pu quand même s'en sortir? Parce que moi je suis hier nuit j'étais en train de rentrer à la maison au volant et j'ai encore reçu le coup de fil d'une de nos mamans. Je suis avec les femmes. Elles n'ont rien du tout. La plupart s'en ont sorti avec l'aide de leur famille. Et ce qui a été pernicieux dans toute cette histoire, c'est que dès que les drames s'est produit, les femmes avaient déjà une dette envers les institutions de microfinance et envers les banques. On leur a proposé de contracter de nouvelles dettes courant février-mars, après les incendies, pour pouvoir redémarrer leur activité. Elles ont contracté ces dettes et se sont retrouvées avec une double dette sur le dos. Et je connais qui ont remboursé, avec l'aide de leur famille, 20 millions de francs CFA sur une année. Parce qu'ils étaient harcelés par les institutions de microfinance et les banques. Des gens qui sont des hémiplégies, qui sont devenus des cardiaques, qui sont sur le lit d'hôpital. Il y a une même qui m'a contacté pour trouver des solutions parce qu'ils étaient au tribunal, étaient confrontés avec une de nos banques, etc. Alors que malheureusement, ils étaient engagés dans un tunnel où je ne pouvais plus apporter grand-chose comme aide. Voilà la situation. Et de façon visible, on voit que notre économie aujourd'hui est impactée considérablement par l'incendie de Grands Marchés. Mais est-ce qu'en même temps, le fait pour vous de penser que parce que vous n'appartenez pas à telle structure ou telle autre est limitatif des conséquences positives de vos actions,
ne vous isole pas un peu, ne vous empêche pas d'atteindre vos objectifs? Est-ce que, en quelque sorte, vous avez soumis un document au gouvernement, au ministre des Finances et tout ça, et après, est-ce qu'il y a des relances? Est-ce qu'il y a eu un plaidoirie autour de ce document? Est-ce que le plaidoyer a été fait sans tenir compte des susceptibilités dont vous parlez, qui peuvent être politiciennes et qui existent dans tous les pays? Est-ce qu'à votre niveau, par votre obstination à penser que vous ne pouvez pas parce que vous êtes ici ou là, ce n'est pas devenu finalement un frein? Écoutez, lorsque les gens me disent tiennent ces genres de postures, je suis un peu embarrassé pour une simple raison. Parce que les gens n'ont aucune idée des projets que certains Togolais ont écrits et qu'ils ont soumis à des gouvernants dans ce pays. J'en ai quasiment une demi-douzaine. J'ai même écrit un projet que j'ai laissé sur la table de M. Titipina, le chef d'état-major des armées. Je suis passé à l'état-major pour faire une présentation avec un ami qui est rentré du Canada. Ce projet, il est resté sans réponse. C'est pas forcément son rôle aussi. J'ai écrit un projet, à côté un projet qui est allé à la BOAD, qui devait recevoir l'onction de M. Ayassor. Un projet d'électrification, projet pilote d'électrification solaire de 6 millions de dollars. Je n'ai pas de réponse depuis 5 ans. Et on me parle de plaidoirie pour... on a des sinistrés, un marché qui a été incendié de façon criminelle. Ça, le gouvernement le reconnaît. On a un commerce intérieur qui a été impacté durablement par les incendies de ce marché. On a 72 milliards de chiffre d'affaires annuel qui est parti en fumée. Est-ce que j'ai besoin, une fois que j'ai écrit un document, de faire la plaidoirie, de perdre mon temps, bien sûr, de me prosterner devant qui que ce soit pour qu'il y ait une solution? Nous avons écrit un document. Le document a été envoyé au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, à la ministre du Commerce. Le ministre de l'économie et des finances, je suppose, en répondant à cette correspondance, a certainement demandé l'avis de monsieur le Premier ministre et monsieur le Président de la République. Nous avons eu une réponse. Nous avons fait une relance 1 an plus tard. Un courrier pour demander une audience à son excellent monsieur le ministre de l'économie et des finances. Nous n'avons pas eu de réponse. Vous voyez, je n'ai pas que ça à faire. Oui, on va parler de la date du Togo, si vous êtes resté, on va aller vite. Vous avez tout de suite fait état du fait que vous n'apparteniez pas à tel... Il a dit peut-être. Oui, bon, enfin, parce que en fait, il y a des organisations de la société civile au Togo qui arrivent quand même à décrocher des choses du gouvernement. Il n'a qu'à approcher le ministre de l'économie et des finances et lui dire qu'on a écrit un document. Comme eux, ils sont proches du régime, de l'UNIR, eh bien, on n'a qu'à mettre ça en pratique. Je ne dis pas forcément que ce soit moi. Laissez-nous quand même terminer notre question. Alors, vous posez la question de moi. Donc, moi, je prends au pif comme ça le mouvement Matel Tekim du pasteur de Komi. Je pense que le pasteur de Komi n'est pas uni. Enfin, je pense. Mais il a même été envoyé en prison il n'y a pas longtemps. Mais il arrive quand même des fois à décrocher des choses du gouvernement. Parce qu'il arrive quand même à susciter un engouement autour des causes qu'il porte. Moi, je n'ai jamais entendu parler de votre association jusqu'à aujourd'hui. Le plaidoyer dont parle peut-être Max serait quand même de rendre public vos correspondances à ces autorités pour que peut-être les médias le poussent. Mais lorsque vous le faites peut-être en catimini, ils répondent comme ils peuvent. Mais si derrière il n'y a pas de pression, ils ne le font pas. Donc en fait, nos débats de ce studio doivent quand même dépasser les passions. Parce que sinon, on n'y arrive pas en fait. Je m'excuse. Il n'y a aucune passion. Je vous ai donné des exemples. Vous avez déjà écrit une demi-douzaine de projets soumis au gouvernement. Je dis jamais écrit. C'est pas mon rôle. Je vous ai donné des exemples précis. Depuis des années. Que j'essaie d'aider ce pays et je n'ai pas de réponse. Une demi-douzaine, c'est 6, j'espère. Ça fait 6, oui. Non, oui, c'est beaucoup. Je pense aussi. Laissez monsieur Koumou, laissez monsieur Koumou parler d'abord. Monsieur Koumou parler d'abord. Vous avez votre idée. Vous souhaitez que les gouvernés qui ont la souveraineté
dont les ressources appartiennent et qui sont gérées par les gouvernants. Et que ces gouvernés, lorsqu'ils ont un besoin, il faut que les gouvernés puissent chaque fois aller faire des plaidoyers devant les gouvernants pour que les besoins soient satisfaits. Ça, c'est votre attitude. Moi, je ne pense pas la même chose. Nous n'avons pas dit ça. Parce que je vous dis, laissez-le évoluer un peu. Je ne vous comprends pas. Je vous dis vous permettez simplement. Il répond et on repose la question. J'avoue que je ne vous comprends pas. Mais laissez-le répondre. Que je réponde à quoi? Je vous dis qu'on a écrit un document, qu'on a envoyé. Après, on a fait une relance. Eh bien, je n'ai aucune réponse depuis 2-3 ans. Et je ne veux pas me prosterner devant qui que ce soit. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est noté. Oui, je vais assez rapidement. Je vais aller très rapidement, je comprends. La question, hein? Oui, je pense aussi que un autre problème de notre invité, c'est peut-être de ne pas s'adresser à la bonne personne ou de ne pas bien s'adresser à la personne. Et le fait de faire une sorte d'amalgame entre une appartenance politique et une éventualité d'aide qu'il aurait attendue peut aussi handicaper toute son action, dont moi j'ai jamais entendu parler, ou s'adresser au chef d'état-major pour une histoire d'éolien ou d'énergie ou de quelque chose. Non, je n'ai pas son rôle. Je n'ai pas dit que c'était le projet de... Il a un autre projet vers le chef d'état-major. Je n'ai pas spécifié le projet. Mais le projet, en ne les suivant pas, peut-être, ça peut justifier en partie. Je comprends votre position. Mais je vous prierai de comprendre le mien. C'est tout. C'est ça, on va évoluer. Vous êtes Togolais, je comprends votre position. On va prendre la tête. Non, le temps passe. C'est tout. Malheureusement, le temps passe, on va évoluer. On va voler. Non. Quand même. On retrace aujourd'hui. Ce soir, même, il y a une cérémonie par la présidence où des porteurs de projets seront récompensés dans le cadre du FAEJ. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui arrivent quand même à déposer des financements sur le projet. Je les félicite. Voilà, donc peut-être aussi, à vous aussi peut-être d'arrondir les angles pour trouver peut-être la meilleure manière de... C'est quoi arrondir les angles? À la fin, vous ne savez pas. Je vous ai dit, M. Koumou, à Pascal le maire canal pour introduire le dossier. C'est noté. Alors, on va parler de la dette du Togo. Avant que la dette ou du budget? Bon, non, le surendettement, bon. Le surendettement, parce que le budget, on parle de surendettement, c'est ça, on parle de le budget, puisque c'est lors de l'adoption du budget que le ministre des Finances, M. Saniya, a laissé comprendre que le Togo est surendetté. On est à 75% du PIB, et qu'on ne peut même plus faire des prêts, du coup, le Togo se retire du projet de Adjarala, Barrel d'Adjarala. Alors, vous, en tant qu'économiste, comment quelques années après notre initiative PPTE, le Togo soit encore surendetté, d'atteindre à 5 ans, on ne peut même pas honorer les engagements près des projets sous-régionaux. Bon, je crois que, pour rappel, je dirais simplement qu'avec Économique, nous avons été les tout premiers, disons même les premiers, il y a 2 ans, à publier un document, à faire une conférence, en tirant la sonnette d'alarme, en faisant comprendre clairement à nos gouvernants que nous sommes sur une mauvaise trajectoire. Notre endettement est en train de grimper considérablement et que ça va certainement nous mener vers une situation de cycle d'insoutenabilité, si je ne veux pas utiliser un grand mot. Mais, comme d'habitude, les gens m'ont envoyé des messages, ils m'ont ri au nez, ils m'ont considéré comme un petit qui ne comprend rien à l'économie. Mais finalement, nous y sommes. À l'époque, on était à 58% du PIB d'endettement public. On vous a reçu ici, je me rappelle bien. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 75% du PIB. Et nous sommes, en réalité, dans ce que nous appelons, l'insoutenabilité quasi de la dette. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Togo est en train de souscrire à de nouveaux endettements pour rembourser les anciens. On est dans cette situation. Ça veut dire, pour ceux qui le suivent, ceux qui sont économistes... Pour être clair, dans le budget 2017, nous avons prévu 412 milliards de nouvelles dettes. Et nous avons remboursé 378 milliards. Et nous avons 434 milliards de services de la dette, c'est-à-dire le remboursement de notre dette pour 2017 et les intérêts de 56 milliards, qui représentent 63% des ressources propres du pays, c'est-à-dire l'argent que le Togo même génère en son sein, les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Notre dette représente 63% de cet argent. C'est simple. C'est comme vous allez à la banque, vous avez reçu 100 000 francs de votre salaire, et puis les créanciers vous attendent à la sortie de la banque et vous disent
En réalité, ce que vous devez amener à la maison, c'est 37 000. Que 63 000, c'est pour nous. Où est les 63 000, c'est pour eux. Vous devez nous payer. Absolument. Voilà la situation dans laquelle se trouve le Togo. Comment est-on arrivé là-bas? Lorsque nous parlions de la trajectoire extrêmement dangereuse sur laquelle se trouvait le Togo, on m'a fait comprendre que le DSA du Togo était au vert, le Debt Sustainability Analysis. C'est une batterie d'indicateurs qui vous permet de voir si vous pouvez continuer par vous endetter ou pas. Et j'ai répondu que pour analyser la situation d'un pays, on ne se limite pas uniquement au DSA. Surtout que nous avons, dans ces batteries d'indicateurs, nous avons des mesures sur nos exportations qui sont totalement biaisées. Donc ces indicateurs ne sont pas fiables. Et j'ai fait comprendre que lorsque vous augmentez considérablement votre dette, vous plombez votre croissance. Non seulement la croissance du Togo qui était autour de 5, 9, de 6% était faible et ne permettait absolument pas à ce pays de sortir de la pauvreté, mais en plus, cette croissance est aujourd'hui plombée. Il y a combien maintenant? Nous sommes passés de 5,9 en 2014, les chiffres des gouvernants, je ne parle pas des chiffres des institutions internationales, les chiffres que le gouvernement lui-même a sortis, 5,9 en 2014, nous sommes passés à 5,4 en 2015, selon la SCAP, nous sommes passés à 5,3 en 2016, ensuite à 5, non je crois 5,9 2013, 5,4 en 2014, 5,3 en 2015, et aujourd'hui nous sommes à 5% selon les prévisions pour 2016 du gouvernement, et nous serons à 5%, autour de 5% pour 2017. Et nous disons avec l'économie que nous serons certainement à 4%. Nous sommes en récession, ce qu'on appelle une récession annuelle. c'est quoi la récession annuelle? Notre économie, ça veut dire que l'économie régulièrement perd de croissance, c'est-à-dire que le Togo n'arrive plus à créer de la richesse supplémentaire sur les 4 dernières années et de façon régulière. On appelle ça de la récession en économie. Moi, je suis un dette-sceptique, donc de dette, je m'en fous un peu. Et parce que on dit, nous avons quand même une croissance de 5% selon le gouvernement à suivre notre invité, ce qui, comparé à la sous-région, peut-être à part la Côte d'Ivoire et un tout petit peu le Burkina Faso, n'est pas trop mal. Je pense que le Bénin, c'est un peu après nous. La croissance est un peu moins que nous. Et pourtant, c'est quand même le Bénin. Et donc, moi, je pense aussi que, est-ce que les besoins sociaux, éducationnels, de nos pays africains ne nous contraignent pas à faire des dettes? Est-ce que nous devons, parce que nous sommes à un taux d'endettement supérieur à 75%, fixé par l'UEMOA et puis corroboré par le FMI, nous allons arrêter de nous endetter alors qu'on a besoin de manger, alors que nos universités sont par terre, alors qu'on a besoin de routes, alors qu'on a besoin de infrastructures? Donc c'est à l'invité que je pose la question. Okay. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui en Afrique de s'endetter et s'endetter sans cesse? C'est l'État qui s'endette, c'est pas nous. Je voudrais d'abord vous dire que vous en foutez. Je suis dette-sceptique, moi. Je suis vraiment désolé pour vous. Dommage. Pour une simple raison que ce sont vos enfants qui vont payer l'endettement dont on est en train de parler. Les gouvernants sont riches. Leurs enfants sont riches. Vous êtes pauvres. Mais vous allez payer. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que j'en sais que les gouvernements sont riches? Si les journalistes sont encore aussi riches, c'est grave alors. Non, je ne dis pas que c'est pas un bon métier. Je dis que si les journalistes commencent à être riches, donc c'est grave. Pourquoi c'est grave? Alors, la parenthèse, c'est que. Alors, il dit qu'ils s'en foutent de la dette. Ils ne devraient pas s'en foutre. Il dit, est-ce que les Africains ne devraient pas s'endetter? Alors, je réponds ceci. Parce que les gens me disent, les États-Unis sont endettés, ils sont à 100% du PIB, le Japon est à 180% de son PIB, pourquoi le Togo ne s'endetterait pas? Et je dis ceci. En 1939, au démarrage de la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait la première flotte militaire au monde. Les grands-pères des jeunes Japonais qui sont au jour d'aujourd'hui au Japon savaient construire ce qu'on appelle un porte-avions. Est-ce que nous savons construire des épingles? Est-ce que nous fabriquons des épingles au Togo? Alors, lorsqu'on veut s'endetter, il y a une contrepartie. Lorsque l'endettement est contracté et est dilapidé, il ne faut pas qu'on vienne me dire qu'il faut s'endetter. Si au jour d'aujourd'hui,
notre endettement a servi, par exemple, je donne toujours la construction d'un chemin de fer et mettre sur le chemin de fer Lomé-Sinkassé un TGV. Je saurais qu'il y a une contrepartie à la dette qui va produire de la richesse. Mais ça servir à construire les routes, par exemple. Les routes ne produisent pas directement de la richesse. Combien de fois je vais expliquer ça? Mais il y a les péages. Mais écoutez, quel péage? Le péage, je suis pas combien? D'accord, Vous êtes économiste. Monsieur Koumou, parlez. Je dis que les routes ne produisent pas de la richesse de façon directe. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir comprendre ce que je dis. C'est normal. Max, laissez l'invité répondre. Lorsqu'on dit qu'une route ne produit pas directement de la richesse, ça a une différence entre aller semer du maïs. Lorsqu'on donne de la dette à deux personnes. Et le TGV alors? Le premier. Ça ne produit pas directement. Aidez-moi à laisser l'invité répondre. On donne de la dette à deux personnes. La première personne va faire du champ de maïs. Et l'autre va construire une route. Lequel des deux va rembourser en premier sa dette? Celui qui a fait l'agriculture, selon moi. Ça dépend. Vous savez, Ça dépend de ce que celui qui a fait la route. vous savez, S'il y a des péages, vos deux confrères veulent faire juste, je sais pas, Non, monsieur Koumou. du débat. Non. Ils ne sont pas économistes. Moi, je suis économiste. Je leur fais comprendre. Moi, ce ne sont pas des journalistes. Je leur fais comprendre. Non. Nous avons aussi fait des cours d'économie. Expliquez pourquoi on doit s'endetter. Non, monsieur Koumou, non. Moi, je lui demande, il a fait expliquer. Il a fait des cours d'économie. Vous avez fait des cours d'économie. Expliquez aux populations pourquoi on doit s'endetter. Vous avez fait de très bonnes analyses, monsieur Koumou. Mais attention. Mais c'est moi qui fais les analyses. C'est moi qui. Non, mais il n'y a aucune passion. Je vous dis, expliquez-moi. Vous dites que vous considérez que je présente des choses mal. Marquez alors aux populations. Vous comprenez. Vous présentez comme il faut. Parce que aujourd'hui, le gouvernement est en train de négocier avec la famille. Vous permettez, le temps passe. Non, laissez-les parler. Laissez-les parler. Il n'y a pas de souci. Oui, il faut quand même qu'on puisse. Le temps passe. Bon, vas-y, réponds. Nous sommes évidemment avec son analyse. Moi, j'ai même fait un article. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Vous faudrait quand même laisser parler, monsieur Koumou. Vas-y, rapidement. Vous dites que vous êtes d'accord alors que vous ne l'étiez pas il y a quelques instants. Vas-y, Vous dites que vous ennuyez. Vous venez de dire ça. de présenter. Max. Vous n'allez pas m'imposer ma manière de présenter. Tout de même. Aide-moi rapidement. Il y a une semaine, j'ai fait un article dans Jeune Afrique pour dire que face au poids de sa dette, le Togo négociait avec le FMI. Et jusqu'ici, le Togo n'a pas été placé dans la liste des mauvais élèves du FMI. Parce que c'est vrai qu'il y a un poids de la dette qui est quand même assez conséquent, mais qui est quand même pas, nous ne sommes pas encore arrivés à un point de rupture. Alors, quel est le point de rupture? Vous allez quand même laisser... Non, vous répondre le temps. Il n'y a pas de temps. En Argentine, par exemple, c'est des pays qui sont quand même soumis à la pression de la dette. La Grèce, n'en parlons pas. Le Togo, justement, comme l'a dit Max, a besoin quand même de cette dette-là pour se développer. Nous venons de loin. En 2005, on connaît un peu l'état de nos routes. Si aujourd'hui, M. Koumou s'écoute tranquillement dans sa voiture sur des bonnes routes à Lomé et arrive à nous dire que ces routes ne produisent pas de la richesse, moi, je suis quand même sidéré. Non. Direct. J'ai ajouté direct. Parce que toi, tu penses que vous dites que vous comprenez l'économie. Je dis que les routes ne produisent pas la richesse de façon directe. Il faut ajouter direct. Il ne faut pas mentir sur le plateau. Vous dites que vous comprenez l'économie. Il faut dire ce que j'ai dit. Mais il faut quand même dire aux gens, aux gouvernants, lorsque vous allez vous endetter, il faut quand même que l'argent pris sur les marchés puisse vraiment contribuer à faire quelque chose. Ne soit pas dilapidé. Mais vous venez de dire que ça a servi à construire la route. Il a dit la même chose ici tout à l'heure. Qu'est-ce que je dis que vos analyses peuvent être pertinentes, mais il faut quand même que vous puissiez aller là où, toucher ce qu'il faut. Vous, en fait, vous dites que toute la dette sert à enrichir le gouvernement. C'est quand même pas vrai. Bon, maintenant, laissez l'invité parler. Non, Max, on va poursuivre l'invité. Non, vous permettez pas. On va évoluer. Le temps passe, non, il faut qu'on évolue. Vous permettez. Le donc en négociation avec le FMI pour essayer de revoir ce surendettement, puisqu'on ne peut plus faire de parler officiellement le ministre des Finances. On était aussi retiré du projet du barrage de Radiala. Alors, que vous-tu faire pour trouver une solution donc, à ce surendettement dans notre pays? Non, mais je suis vraiment peiné. Parce que lorsque nous avons commencé par parler du niveau de l'endettement
compromettants de notre pays, j'ai écouté les mêmes discours. Aujourd'hui, ça n'a pas empêché qu'on soit à 75% du PIB. Aujourd'hui, on est obligé de discuter d'un programme avec le FMI. Si l'économie était bien gérée, je ne pense pas que le FMI serait dans le mur. Et donc, on va certainement... C'est quel est le problème que le FMI bien sûr. Si vous n'avez pas de problème, qu'est-ce que le FMI vient foutre? Il y a des contrôles périodiques aussi. La structure de notre dette aujourd'hui, 90% de notre dette, nous le devons à des institutions privées, pas au FMI. Le FMI n'en a rien à foutre. Le FMI intervient lorsque vous le sollicitez. Le FMI ne débat pas dans le pays lorsque le FMI n'est pas sollicité. Au jour d'aujourd'hui, on nous a imposé le programme du FMI, notamment l'Union européenne, les États-Unis, l'Allemagne, les partenaires traditionnels, ont imposé au Togo le programme du FMI. Ils disent, tant que nous ne serons pas mis en accord avec le FMI, eux, ils n'interviendront plus. La preuve, en 2016, les appuis budgétaires que le gouvernement sollicitait dans le budget, c'était 32 milliards. Nous en avons eu 0 francs. 0. On n'a rien eu en appui budgétaire en 2016. Ils ont refusé. Donc, j'espère que nous allons pouvoir nous entendre avec le FMI. On annonce un programme triennal sur 3 ans et ça va être conditionnel, ça c'est clair. On va nous demander de continuer les privatisations, de réduire les détournements de fonds massifs, de pouvoir laisser fluctuer les prix, de suspendre les subventions que nous faisons. Et le FMI a déjà demandé à ce que tous les investissements sur les infrastructures soient considérablement réduits, surtout ceux qui sont financés sur les ressources internes du pays. Donc voilà, on va rentrer dans un programme où notre endettement va être restructuré, on va revoir le niveau des taux d'intérêt de notre endettement, on va revoir les coûts liés au taux de change qui permettent à cet endettement d'être difficilement soutenable. Et j'espère que le ministre de l'économie et des finances va pouvoir trouver les moyens nécessaires pour faire comprendre au FMI que le Togo va stabiliser son niveau d'endettement, va se repositionner sur une autre trajectoire de l'économie, puisque nous avons fait comprendre que la trajectoire de notre politique économique aujourd'hui ne nous permettra jamais de pouvoir rembourser cet endettement, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. Mais je donne rendez-vous à tout le monde d'ici 2 ans. On considère que puisque d'ici il y a 2 ans, lorsque je parlais de l'endettement, on me riait au nez. Au jour d'aujourd'hui, on a le FMI. Dans 2 ans, je crois que la dernière fois quand le FMI, le ministre de l'économie et des finances français a débarqué dans la CEMAC pour leur faire comprendre qu'on va dévaluer le CFA, ils ont commencé par courir. Oh, non. Ils ont eu chaud. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis économiste. J'ai fait mes études de façon claire. Je sais de quoi je parle. Maintenant, si quelqu'un d'autre aussi est économiste, il dit qu'il a fait des économies, l'économie et qu'il comprend, ok, on verra, il n'y a pas de souci. On verra. Malheureusement que le temps est passé. Vraiment, on n'a pas assez de temps pour discuter. Et on a dépassé l'heure impartie à cette émission. On vous laisse le mot de fin. Non, juste souhaiter mes vœux le meilleur au personnel de LCF et à nos compatriotes et leur dire qu'il faut qu'ils prient beaucoup parce que nous avons de la douleur devant. La douleur devant. Et je pèse mes mots, mais il n'y a pas de souci. D'ici 1 à 2 ans, mais vous allez me recevoir, s'il plaise à Dieu, ici, si il y a de la douleur ou pas. Merci, M. Thomas Koumou. Je rappelle qu'il est le président de l'association Veille économique. Merci à Mas Carmel Savi de TV d'Afrique. Merci à Edmond Dalmeda du Grand Mag Afrique. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Bon week-end à vous tous. Très bientôt, on va se retrouver pour un nouveau numéro. Et à très bientôt alors. Vas-y, au revoir.